Mouvement de protestation à New York contre la décision du grand jury de décharger un nouveau policier blanc responsable de la mort d'un noir américain. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Bientôt la reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Les deux parties se donnent rendez-vous du 10 au 17 décembre. « 250 soignants nigérians seront déployés dans les pays touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest. La nouvelle a été annoncée par l'Union africaine. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après l'affaire Ferguson, l'affaire Garner fait monter la tension à New York. Des manifestations sont organisées contre la décision d'un grand jury de décharger un nouveau policier blanc responsable de la mort d'un père de famille noir américain. À l'occasion, plusieurs personnes ont été arrêtées. De son côté, le ministre américain de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale pour une éventuelle violation des droits civiques. Et puis le gouvernement colombien et la guérilla des FARC sont tombés d'accord mercredi à Cuba pour reprendre les pourparlers de paix dans quelques jours. Les deux parties estiment que la crise provoquée par l'enlèvement du général Ruben Alzate par la rébellion était surmontée. Plus de précisions dans ce reportage. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont rendez-vous du 10 au 17 décembre 2014 pour le prochain cycle des pourparlers de paix. Les deux parties affichent leur volonté commune d'avancer vers la désescalade du conflit, un sujet sur lequel elles entendent parvenir à un accord le plus tôt possible. Toute chose dont se réjouit le président colombien qui souhaite par ailleurs un règlement rapide et total de ce conflit armé. Yo celebro que en la mesa de La Habana se han puesto de acuerdo para reanudar. Je célèbre le fait que la table de négociation de La Havane s'est mise d'accord pour recommencer les pourparlers le 10 décembre. Comme je crois qu'il a été déjà dit, les 7 jours entre le 10 et le 17 décembre seront consacrés à continuer le dialogue pour désamorcer le conflit, comme nous l'avions déjà annoncé. A continuar las discusiones sobre cómo desescalar el conflicto. Ouverte en novembre 2012 dans la capitale cubaine, les négociations de paix avec la rébellion marxiste visent à mettre un terme au plus ancien conflit d'Amérique latine qui a fait 220 000 morts et 100,3 millions de déplacés en un demi-siècle selon les chiffres officiels. Les pourparlers ont déjà permis des accords partiels sur le développement rural, la lutte contre le trafic de drogue et la participation de la guérilla à la vie politique. Une fois réglée la question des réparations aux victimes discutées au moment de la suspension, resteront à aborder la fin effective du conflit et les modalités de ratification d'un éventuel accord de paix global. Près de 25 000 personnes auraient été tuées par une vague de gaz toxique qui s'est échappée d'une usine de pesticides à Bhopal. C'était le 2 décembre 1984. 30 années plus tard, de nombreux survivants payent encore le prix de la pire catastrophe industrielle au monde. Ils se battent notamment pour que justice soit faite. Une usine qui entraînait la mort de milliers de personnes. Le 2 décembre 1984, du gaz toxique s'est échappé de cette entreprise de pesticides à Bhopal, en Inde, provoquant la catastrophe industrielle la plus meurtrière au monde. Shahid avait 9 ans à l'époque et vivait près du site avec sa famille. Ses parents sont morts dans l'accident. Ce soir-là, nous étions en train de dormir quand nous avons entendu les buffles faire du bruit dehors. Mes yeux ont commencé à brûler dès que je les ai ouverts et j'ai eu des difficultés à respirer. Dehors, tout le monde paniquait et courait partout. Très vite, le gaz extrêmement toxique s'est répandu dans toute la ville. Plus de 3500 personnes sont mortes immédiatement après l'accident. Mais le nombre total de décès liés à la catastrophe est estimé à plus de 25 000 sur le long terme. Ceux qui ont survécu souffrent d'un problème respiratoire appelé fibrose pulmonaire.
et de nombreux symptômes, de fréquentes infections respiratoires, un souffle court après de l'exercice. Et bien sûr, les yeux font partie des organes touchés. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là pour les habitants des environs. Après l'incident, de nombreux bébés sont nés avec des malformations. Cette clinique traite plus de 700 enfants de survivants. Parmi eux, certains sont autistes ou malentendants. Beaucoup sont persuadés que l'eau souterraine est responsable de ces problèmes. Le gouvernement n'a toutefois établi aucun lien. Nous faisons face à des problèmes de santé sur plusieurs générations qui se transmettent des parents aux générations suivantes. C'est très controversé. Mais pourquoi le gouvernement indien ne parvient-il pas à mener les recherches médicales adéquates? Ce n'est pas comme si l'Inde n'en avait pas les capacités. Les victimes attendent depuis 30 ans, c'est trop long. Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'injustice. Selon des associations, seules 5000 victimes et leurs proches ont touché des indemnisations depuis 1989. Beaucoup de blessés n'ont rien reçu. L'entreprise américaine propriétaire de l'usine à l'époque appartient aujourd'hui à un géant pharmaceutique qui affirme que tous les dommages et intérêts ont été réglés. Malgré une récente pétition réclamant davantage d'indemnisation, la bataille des survivants et de leurs descendants reste donc loin d'être gagnée, 30 ans après la catastrophe. Venons-en maintenant à l'actualité sur le continent africain. L'Union africaine a annoncé mercredi à Lagos l'envoi de 250 soignants nigérians dans les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par le virus Ebola. Aussi, une nouvelle collecte de fonds pour lutter contre l'épidémie a été lancée. Le Nigeria ainsi que d'autres pays africains comptent ainsi exprimer leur solidarité aux pays affectés par Ebola. Le Nigeria, en signe de solidarité, a déployé 250 volontaires soignants pour soutenir et apporter aide aux pays touchés par le virus Ebola. Des volontaires provenant d'autres pays africains devraient emboîter le pas au Nigeria, au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone dans le cadre de la mission de l'Union africaine de lutte contre l'épidémie. Nous vous remercions pour votre courage, pour votre engagement et parce que vous incarnez l'esprit du panafricanisme. Au cours de la cérémonie de départ des volontaires nigériens à Lagos, la présidente de la Commission de l'Union africaine a appelé les compagnies aériennes à reprendre leur liaison avec ces trois pays ouest-africains dans lesquels très peu de lignes ont été maintenues, rappelant qu'ils étaient très isolés actuellement. Au Nigeria, où l'épidémie a officiellement pris fin le 20 octobre, le virus Ebola a touché 20 personnes, dont 8 sont mortes, grâce à une mobilisation rapide et efficace des autorités. Financially, we are assisting on this fund of African Union, during the rest of. D'un point de vue financier, nous participons au fonds de l'Union africaine à hauteur de 3 millions de dollars. Et nous sommes prêts à faire plus. Dès lundi, nous allons mettre en place des scanners de température dans tous les aéroports du Nigeria et en priorité les aéroports internationaux. Parce qu'il ne faut pas faire preuve de complaisance avec l'Ebola. Become complacent, about the Ebola issue. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a de son côté annoncé mercredi soir envoyer un premier groupe de 115 soignants ouest-africains volontaires formés pendant 5 jours au Ghana. 49 soignants ont été acheminés par avion en Guinée pour une mission initiale de 3 mois. 27 volontaires formés partent aussi d'Accra pour la Sierra Leone ce jeudi et 39 autres partiront pour le Libéria dimanche. Parlons toujours du virus Ebola. Sachez que l'épidémie entraînera une récession économique en Sierra Leone et en Guinée en 2015. Ces deux pays qui étaient promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie connaîtront une grave chute de leur croissance économique. C'est en tout cas ce que nous révèle la Banque mondiale dans ce reportage. Principale victime économique, la Sierra Leone devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2%, tandis que la contraction devrait être moindre en Guinée, moins 0,2%, affirme la Banque mondiale, la première institution à prédire une récession dans ces deux pays déjà gangrenés par la pauvreté. En octobre, la Banque mondiale prévoyait encore pour 2015 une croissance robuste en Guinée, plus 2%, et surtout en Sierra Leone, plus 7,7%. Mais l'épidémie d'Ebola
d'Ebola qui s'est propagé en Afrique de l'Ouest depuis août, faisant près de 6000 morts, a plombé l'activité, freiné les investissements et assombri les perspectives de croissance. Le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de morts, plus de 3100, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique et bénéficie d'une forme de regain d'activité selon la Banque mondiale. Aidé par des progrès dans la lutte contre l'épidémie, le pays voit ainsi ses prévisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1 à 3%, même si ces projections restent nettement inférieures à celles ayant cours avant le début de l'épidémie, soit 6,8% selon le même rapport. Nous ne lancerons pas de nouveaux projets, nous voulons soutenir ceux qui existent déjà, principalement les PME, ce qui permettra de continuer les opérations et de protéger les emplois. Une chose est sûre, la crise d'Ebola n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail à faire et la Banque mondiale fait tout ce qu'elle peut faire pour venir en aide aux pays touchés. Mais combien de temps cela prendra-t-il encore? Cela, nous ne le savons pas. Au total, d'après la Banque mondiale, le coût de l'épidémie pour les finances publiques des 3 pays touchés s'élève déjà à près d'un demi-milliard de dollars et creuse d'importants trous dans leur budget. Pour faire face à l'épidémie, ces pays ont par ailleurs dû réduire leur investissement public à hauteur de 160 millions de dollars, sapant les perspectives de croissance future, assure la Banque mondiale. Demain vendredi, l'Afrique du Sud observera 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en mémoire de l'ancien président Nelson Mandela. Cet instant d'hommage qui marquera le premier anniversaire du décès de Madiba sera officié par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président Jacob Zuma étant en déplacement en Chine. 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en hommage aux 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid et père de la démocratie sud-africaine. L'Afrique du Sud marquera d'un cachet spécial vendredi le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Écoles, salles polyvalentes, églises et particuliers sont appelés à actionner cloches et sirènes, vuvuzelas ou haut-parleurs à 7h56 53 secondes GMT, suivi d'un moment de silence de 8h à 8h03 GMT. Suivra un service écuménique célébré au siège du gouvernement à Pretoria. D'autres événements sont prévus tels qu'un match amical et une matinée de poésie le samedi ainsi qu'un défilé de motards dimanche. Né en 1918, Madiba, comme l'appellent affectueusement les Sud-Africains, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose désormais dans son village d'enfance dans le sud du pays. Un mot de sport à présent avec les résultats du tirage au sort des 4 groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, nous avons la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, le Burkina Faso. Le groupe B se compose de la Zambie, la RDC, le Cap-Vert et la Tunisie. Le groupe C comprend quant à lui le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Enfin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Mali forment le groupe D. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont tombés dans des groupes relevés, n'ont pas été les plus chanceux. Voici les impressions de quelques sélectionneurs. 8e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un privilège formidable, c'est une chance inouïe et on espère être digne de cette Coupe d'Afrique des Nations. Présenter un beau football de qualité, avoir un comportement exemplaire. Ça va être les 2 bases sur lesquelles on va travailler. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso vient de connaître une crise particulièrement aiguë et nous souhaitons que l'équipe nationale se batte pour donner des motifs de satisfaction à ce peuple qui a beaucoup souffert et nous ferons tout en tout cas pour offrir la meilleure image possible du football du Burkina Faso. Vu que les qualifications ont été assez compliquées, je pense qu'on ne fera pas partie des grands favoris. Il y a des équipes qui ont été beaucoup plus performantes que nous. On n'a aucun complexe à faire. Beaucoup de respect pour cette équipe de Côte d'Ivoire et pour les individualités qui la composent. Maintenant, on aura à cœur aussi de montrer ce que l'on est capable de faire. Ces groupes A et D sont intéressants. Il y a 3 groupes d'une même région. Les gens pensent que ce sera facile. En fait, ce sera le plus dur, car ces 3 groupes vont se battre pour la région.
Pour revenir à notre groupe qui se compose de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Algérie et du Sénégal, l'Algérie a bien joué lors de la Coupe du Monde et est très forte tactiquement. Ils sont rapides en attaque. Le Sénégal joue très physique. Ils sont robustes. Le Ghana, oui. Quant à l'Afrique du Sud, on est en train de se construire. Mais nous voulons dire aux gens qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Civic. Au revoir.